Inondation dans le district d'Abidjan, la communauté libanaise de Côte d'Ivoire au chevet des populations sinistrées. Elles ont reçu des vivres et non-vivres. Enfin, toujours dans le district d'Abidjan, alerte à l'invasion des sachets plastiques. Une journée scientifique s'est tenue récemment pour mettre fin à ce problème. Bonsoir à tous, bienvenue. Des vivres et non-vivres ont été offerts aujourd'hui aux familles sinistrées de l'inondation survenue récemment dans le district d'Abidjan et cela à la suite des pluies diluviennes. C'est un don des ressortissants libanais vivant en Côte d'Ivoire. Ils se sont mobilisés pour exprimer leur compassion et apporter leur soutien. Des baguettes de pain, des sacs de riz, du lait et de l'huile, des matelas, des couvertures, des chaussures et autres produits de première nécessité. C'est le don de la communauté libanaise aux familles victimes des pluies diluviennes. Nous sommes là pour montrer à nos frères ivoiriens que nous sommes à côté d'eux. Nous sommes tous mobilisés pour apporter notre aide et notre soutien. C'est vrai que c'est des camions qui vont, mais ce n'est pas suffisant. Autre élan de solidarité devant le désarroi des familles sinistrées, c'est celui du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Tous les dons que nous recevons seront redistribués aux différentes familles sinistrées. Nous avons déjà commencé. Les dons sont centralisés au ministère de la Solidarité et ensuite redistribués à toutes les personnes qui en ont besoin. La forte pluie qui s'est abattue en début de semaine dans des communes du district d'Abidjan a provoqué des inondations et a fait d'importants dégâts matériels. Des dégâts qui ont endeuillé de nombreuses familles. Depuis le début du sinistre, les actions de solidarité qui viennent ainsi appuyer celles du gouvernement s'intensifient en vue de soulager les populations les plus touchées. Un commentaire de Koné Pargassoro. Les manifestations de soutien se poursuivent donc. Le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant a apporté le réconfort de l'État ivoirien aux familles des 20 personnes décédées au cours des inondations. Elles ont reçu chacune la somme de 1 million de francs CFA. Les populations sinistrées ont également reçu des vivres et non-vivres. C'était aujourd'hui lors d'une cérémonie organisée dans la commune d'Atekoubé. Inondations et dégâts matériels dans le district d'Abidjan. Les fortes pluies ont en revanche généré un gros soulagement à Boaké, dans la région de Béké. En effet, après plus de 3 mois de pénurie, l'eau s'est remise à couler dans les robinets. Les populations peuvent maintenant profiter de l'eau potable. Fin de calvaire pour les populations de Boaké. Après 3 mois de pénurie, l'eau coule à nouveau dans les robinets pour la grande partie des ménages. S'il n'y a pas l'eau, on souffre beaucoup. On puise l'eau tous les jours. Ça nous fatigue, sincèrement dit. Donc il y a l'eau, on est contente. Heureux sont aussi les étudiants du campus 2. Le campus universitaire n'avait pas échappé à la pénurie. On a souffert ici parce qu'il y avait des citernes qui venaient donner de l'eau. Aujourd'hui, on a de l'eau des robinets bien potable. Direction Sakassou. Ici, dans les ménages, la pénurie d'eau est désormais un lointain souvenir. Ici à Sakassou, on a fait 3 mois sans avoir de l'eau. Cette eau, elle est vraiment limpide. Auparavant, l'eau qu'on buvait, c'était rougeâtre. En plus des forages en cours de réalisation, des travaux ont été entamés sur le barrage du Camp et celui de Gonfréville. Objectif, diversifier l'offre d'eau potable. La station est déjà sur pied. On a tous les éléments. Les raccordements sont en cours. Nous sommes à la phase de montage de l'usine Sanfuture de 360 mètres cubes que nous avons prévu monter sur le camp pour soulager la population de Boaké. Ici, nous allons avoir autour de 200 mètres cubes pour mettre dans le réseau de Boaké. Normalement, si tout se passe bien, sans blocage, à mi-juillet, tout sera mis en service. Une fois ces travaux terminés, avec les 2000 mètres cubes qu'on aura pour cette usine-là, on pourra directement apporter de l'eau dans les quartiers. On continue de façon délestée sur Gonfreville, zone industrielle, Dar es Salaam 1, Tola Quadicro et puis Dar es Salaam 2 également. La normalisation de la situation se poursuit et dans un bref délai, les ménages encore en attente de desserte devraient retrouver le sourire.
Les précisions de Kader Sogodogo et Sylvie Touré. Retour dans le district d'Abidjan, les sachets plastiques pullulent à nouveau dans la ville et cela malgré l'interdiction décidée en 2013 par les autorités ivoiriennes. Ces sachets bleus, noirs ou blancs polluent l'environnement et bloquent les systèmes d'évacuation. Ainsi, pour mettre fin aux sachets plastiques, une journée scientifique s'est tenue récemment lors de la quinzaine nationale de l'environnement. Le point avec Dangui Dangui. Voici un tableau bien connu en Côte d'Ivoire. Des sachets plastiques à même le sol. On les retrouve également sur les ordures ménagères, aussi dans les caniveaux. Leur course s'achève très souvent dans la lagune. Les sachets là, ça ne se pourrit pas. Ça salit les coins, les caniveaux bougent, tout ça là. Si on s'interdit là, c'est qu'on va prendre pour remplacer les sachets là. Ça salit les coins, ça ne pourrit pas vite, comme il faut. C'est normal. Mais il faut que le gouvernement trouve quelque chose pour les gens, pour qu'ils s'entretiennent ça. Les experts sont unanimes. Les sachets plastiques agressent l'environnement à tel point que leur usage ne se justifie plus. Ils sont même à l'origine de certaines inondations. Tout le monde reconnaît que les sachets plastiques causent un énorme tort à l'environnement. En Côte d'Ivoire, nous sommes à environ 200 000 tonnes de sachets plastiques, soit environ, si nous faisons l'estimation en quantité, nous sommes à environ 13 milliards de sachets plastiques qu'on produit par an. Et 80% de ces sachets plastiques échappent au système normal de collecte. Donc ces sachets plastiques se retrouvent dans les caniveaux, se retrouvent dans la nature et polluent notre environnement. En riposte, le gouvernement déclare la guerre à la production, à la commercialisation et à la distribution des sachets plastiques. Problème, les habitudes ont la peau dure. Il y a d'abord la méconnaissance et puis l'incivisme même du citoyen et aussi la méconnaissance de l'impact négatif sur la santé humaine et animale des sachets plastiques. Mais le combat pour débarrasser la Côte d'Ivoire des sachets plastiques se poursuit et va même s'intensifier, assurent les autorités. En plus de la sensibilisation suivie de répression, le gouvernement veut proposer une alternative à l'usage des sachets plastiques. Nous pouvons dès d'abord préconiser l'inclusion du coût des emballages dans le coût des marchandises, par exemple dans les supermarchés. Également rendre ces emballages accessibles et aussi encourager l'accès à l'ivoirien lambda, l'accès aux emballages biodégradables, comme on le voit aujourd'hui dans les boulangeries, dans les pharmacies. Le combat et les réflexions pour proposer aux populations un cadre de vie sain se poursuivent. En témoigne la journée scientifique et la quinzaine nationale de l'environnement qui ont eu lieu en début de mois. L'événement a mobilisé les organisations nationales et internationales qui font de la protection de l'environnement leur cheval de bataille. Un tout autre sujet à présent et nous partons au Pérou où des peintures murales vieilles d'un millénaire sont mises au jour par des archéologues dans une cité datant de l'ère précolombienne. Ami Koulibaly. Au Pérou, la gigantesque cité Chan Chan révèle un nouveau soleil. Ce site de l'ère précolombienne a mis à nu de peintures murales millénaires. Sur les murs des damiers, des vagues en relief, des symboles mystiques précolombiens, une véritable richesse artistique. Ex-capitale de la civilisation Chimú, Chan Chan comptait 10 palais en terre avec une superficie de 20 km² et 30 000 habitants. Mais les intempéries, les agriculteurs et les pillages auront raison de cette terre. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 14 km² et pourtant, comme son nom l'indique, derrière chaque mur, un soleil resplendissant. Sur le site travaillent actuellement 500 personnes, dont 50 archéologues, répartis en 5 projets de fouilles. Jusqu'à présent, les équipes ont trouvé des peintures murales, des escaliers, des passages, des statues en bois de guerrier de 40 cm de hauteur portant sur le visage un masque d'argile blanc. Moins connue que les Incas, la civilisation Chimú se dévoile au fur et à mesure des fouilles des archéologues. Le peuple Chimú a été délogé il y a 20 ans par le gouvernement, mais certains continuent encore d'y vivre se prévalant du titre de propriété.
On retrouve maintenant Boris Odilon pour les informations relatives à la Coupe du Monde 2018. Bonsoir Boris. Bonsoir Juliette. Belgique, Tunisie, Corée du Sud, Mexique et Allemagne, Suède. Que peut-on retenir des rencontres de ce jour ? Bien avant de parler des rencontres de ce jour, je vais vous inviter à revivre les instants de joie du Nigeria qui hier s'est imposé face à l'Islande sur le score de 2-0 grâce à 2 réalisations d'Ahmed Moussa. Je le rappelle, l'an dernier, il avait inscrit un doublé face à l'Argentine et hier encore un doublé face à l'Islande. Ahmed Moussa, meilleur buteur du Nigeria en Coupe du Monde. Revenons rapidement aux résultats de la journée. Aujourd'hui, la Belgique a battu la Tunisie sur le score de 5-2. C'est le match le plus prolifique depuis le début de cette compétition. Et ensuite, le Mexique a battu la Corée du Sud sur le score de 2-1. Actuellement, se joue le match entre l'Allemagne et la Suède. Le score est de 1 but partout. Ah, vous aviez prédit hier une victoire allemande sur la Suède. Oui, il faut dire que l'Allemagne était menée au score et les Allemands viennent juste d'égaliser 1 but partout. On attend. Il reste encore 30 minutes avant la fin de cette partie. On espère, en tout cas j'espère que les Allemands vont s'imposer. Parlons maintenant des huitièmes de finale qui vont se dérouler le 30 juin prochain. Quelles sont les équipes qualifiées? Quels sont alors les pays qui sortent définitivement du tournoi? Après 10 journées de compétition, on connaît déjà les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale. Nous avons dans le groupe A, la Russie, pays organisateur, et l'Uruguay qui se qualifie, l'Égypte qui malheureusement tombe dès le premier tour. Dans le groupe C, la France de Paul Pogba, Antoine Griezmann, entraîné par Didier Deschamps, est déjà qualifiée. Dans le groupe D, le groupe où évolue le Nigeria, la Croatie, avec 6 points, est déjà qualifiée. Il y aura un duel de la mort entre le Nigeria et l'Argentine. Et dans le groupe G, nous avons la Belgique qui est qualifiée. Il faut préciser que le Mexique, malgré ses 2 victoires, n'est pas encore qualifié. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire, on le sait, ne participe malheureusement pas au Mondial 2018. Le football ivoirien connaît quelques difficultés. Comment alors le relancer? Des acteurs du football que vous avez d'ailleurs rencontrés se prononcent. Oui, il faut le dire. 2006, 2010, 2014, la Côte d'Ivoire a été présente à 3 Coupes du Monde d'affilée. Malheureusement, nous sommes en 2018. L'équipe n'a pas pu se qualifier. On se souvient encore de la défaite au stade Félix Houphouët-Boigny face au Maroc. Mais, en dehors de l'équipe nationale qui ne donne pas tout ce que les Ivoiriens attendent, il y a aussi les clubs ivoiriens qui n'arrivent pas à franchir un certain cap lors des compétitions africaines. Pour répondre à tout cela, nous avons rencontré Yeo Paul Martial, ex-sélectionneur des éléphants, et il nous donne son avis. Au niveau du football ivoirien, le premier remède, c'est de pouvoir remettre les compétitions de jeunes sur les rails. Le groupe de Sénégal 92, c'est des jeunes que j'ai eus pour la plupart à l'âge de 14-15 ans. Et on a passé près de 9 ans ensemble dans les différentes montées. Et sur les 22 de 92, parce qu'à l'époque on était 22, on prenait 22, sur les 22 de 92, il y a 17 au moins qui étaient avec moi depuis 83. Ça veut dire qu'il faut une certaine formation. La formation n'a pas de prix. La formation n'a pas de prix. Et tant qu'on ne retournera pas résolument vers la formation qu'on a lâchée depuis 2007, je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce que notre football atteigne un certain niveau. Nous voyons le niveau du Mali actuel. Ils ne sont pas encore arrivés au bout du grand succès, mais quand même, ils fournissent un football assez spectaculaire, assez intéressant, parce que il y a un certain Guillou qui est passé par là. Aujourd'hui, Guillou se retrouve à Djekanou. Espérons qu'il puisse redonner la flamme aux jeunes qui sont là pour reformer un nouveau genre Mimo Sifcom et nous permettre de progresser. Boris, un mot maintenant sur Keita Baldé Diao, jeune prodige sénégalais dont le rêve se réalise aujourd'hui à ce mondial 2018. Ouais, âgé de 23 ans, Keita Diao Baldé participe à sa première Coupe du Monde. Il fait partie des 23 sélectionnés par le coach sénégalais. Il faut dire que Keita Baldé a débuté sa carrière de footballeur au FC Barcelone, au centre de formation. Je vous laisse découvrir cette vidéo et après on revient pour le commentaire. Vamos, allez, Keita, toca a tú ahora. Ah, muy bien. Vamos a ir ahora en el suelo, pero poco, en poco espacio, ¿vale? Enorme, muy bien, nene, muy bien.
Voilà, tout à l'heure, le jeune garçon, le petit noir qu'on voyait, voilà, c'est Keita Baldé. Il avait 10 ans à l'époque. Il était au centre de formation du FC Barcelone et on le voyait avec Samuel Eto'o-Fils qui lui donnait des conseils. Aujourd'hui, Keita Baldé a grandi. Il est en équipe nationale du Sénégal et il participe à sa première Coupe du Monde. Comme l'a dit tout à l'heure Yeo Martial, la formation, c'est tout ce qu'il y a de mieux dans le domaine du football. Il faut former les jeunes et à tous les coups, on aura à un moment donné l'occasion de récolter les fruits. On va parler par exemple de l'Académie Mimbo Sifcom qui a fourni tellement de bons joueurs à la Côte d'Ivoire et il faudrait que nos dirigeants pensent à relancer aussi les tournois des jeunes pour qu'en Côte d'Ivoire on ait la relève. Alors demain, dimanche 24 juin, justement, le Sénégal va se présenter contre le Japon. Quels sont les autres face-à-face? Les autres face-à-face, nous aurons un certain Angleterre-Panama. Le Panama qui, je le rappelle, participe à sa première Coupe du Monde. Et ensuite, le match Pologne-Colombie. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sénégal-Japon qui est un match très important pour les Sénégalais. Voilà, en cas de victoire, la qualification sera assurée à 90%, 99%. Merci Boris d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis.